Aux frontières du mystère, les premières ombres de Bilqis. Il existe, au cœur des traditions islamiques les plus anciennes, un nom qui traverse les siècles comme un parfum venu d'un royaume disparu, Bilqis, la reine de Saba. Son histoire, mentionnée dans le Coran avec une sobriété solennelle, a donné naissance à un océan de récits, de commentaires et de spéculations. Certains voient en elle une souveraine d'une sagesse incomparable, d'autres, une figure entourée d'ombres, de secrets et de vérités enfouies dans les profondeurs de l'Arabie antique. Pour comprendre la reine Bilqis, il ne suffit pas de lire. Il faut voyager dans le temps, dans les ruines, dans les textes sacrés, mais aussi dans ce territoire invisible où la foi et l'histoire s'entremêlent. Notre histoire commence un matin brumeux, dans la région montagneuse du Yémen, non loin des vestiges de Marib, l'ancienne capitale du royaume de Saba. L'air est lourd, mêlé à l'odeur du sable chauffé de la veille et des premières effluves d'encens qui montent de la petite ville voisine. Le soleil perce lentement les nuages roses à l'horizon, révélant un paysage que le temps semble avoir oublié. Youssouf al-Hakimi, historien et archéologue reconnu, se tient devant les restes d'une structure gigantesque, les ruines du vieux barrage de Marib, un prodige d'ingénierie antique que les traditions associent souvent au peuple de Saba. À 50 ans, Youssouf a consacré sa vie à l'étude des civilisations pré-islamiques de la péninsule arabique. Mais aujourd'hui, il n'est pas ici pour un simple projet de fouille. Il répond à une lettre mystérieuse reçue 2 semaines plus tôt, portant un sceau ancien qu'il n'avait pas su identifier. Dans cette lettre, un homme se présentant comme Al-Rachid, gardien d'archives familiales vieilles de plusieurs siècles, affirmait posséder un manuscrit inédit contenant des récits authentiques sur la reine Bilqis et des récits conservés à travers les générations, jamais dévoilés publiquement. Malgré son scepticisme, Youssouf avait accepté la rencontre. Car s'il existait ne serait-ce qu'une chance que ces écrits soient réels, leur valeur dépasserait tout ce qu'il avait étudié jusque-là. La vérité historique et la vérité spirituelle ne sont pas ennemies, son professeur lui répétait autrefois. Elles se complètent. L'une parle du visible. L'autre de l'invisible. Bilqis appartient aux 2 mondes. Aujourd'hui, ces mots résonnent plus que jamais. La rencontre. Youssouf s'avance vers un homme drapé d'un manteau sombre, le visage marqué par l'âge et la poussière du désert. Ses yeux, pourtant, brillent d'une vivacité impressionnante. « Vous êtes Youssouf al-Hakimi » demande l'inconnu. « C'est bien moi. »« Vous êtes Al-Rachid » L'homme hoche la tête, puis sans un mot, il l'invite à le suivre vers une tente dressée entre 2 dunes, protégée du vent par un amas de roches. À l'intérieur, l'odeur du cuir ancien et du parchemin emplit l'air. Sur une petite table en bois repose un coffre, recouvert d'un tissu orné de motifs sabéens. Al-Rachid soulève lentement le couvercle. À l'intérieur, enveloppé dans une étoffe en lin, se trouve un manuscrit magnifiquement conservé. Les pages semblent vieilles, mais intactes, l'encre, bien que légèrement pâlie, demeure lisible. Une calligraphie élégante, proche du vieux sud-arabique mais mélangée à des notes arabes primitives, couvre les premières lignes. Ce manuscrit appartient à ma famille depuis plus de 12 générations, murmure Al-Rachid. On dit qu'il contient la mémoire d'un homme qui a servi à la cour de Bilqis elle-même. Youssouf retient un frisson. Vous réalisez que si cela est authentique, c'est un trésor inestimable? Al-Rachid sourit à peine. Je le sais. Mais un trésor ne vaut rien tant qu'il reste enfermé. Je veux qu'il soit étudié, compris, révélé. Je veux que la vérité soit connue. Youssouf commence à examiner les premières pages. Il reconnaît des tournures linguistiques propres à l'Arabie du Sud avant l'islam, mais mêlées à des ajouts plus récents. Cela indique une tradition transmise, enrichie, commentée, mais qui conserve un noyau ancien. La première phrase, écrite avec une encre plus sombre, semble avoir été ajoutée par un scribe ultérieur. Elle dit : « Voici les récits de Bilqis, reine de Saba, lumière et énigme de son peuple. Ce que le temps a voulu cacher, que l'encre le révèle. » Les premiers récits. Youssouf commence à traduire à voix haute. « Je suis en rang, fils de Damar. J'ai servi à la cour de la reine Bilqis durant 17 ans. J'ai vu ce que peu ont vu. J'ai entendu ce que même le vent n'a pas osé répéter. Selon la tradition islamique, le peuple de Saba vivait dans une richesse et une prospérité extraordinaires, grâce notamment au grand barrage de Marib qui transformait la terre aride en un jardin fertile. Le manuscrit confirme ces détails, mais il va plus loin. Il décrit une reine instruite, d'une grande intelligence politique,
mais également entourée de phénomènes étranges, des rêves récurrents, des signes dans le ciel, des oiseaux qui semblaient la suivre, et surtout un conseil secret composé non seulement d'humains, mais d'un groupe énigmatique nommé « les gardiens des parfums ». Youssouf reprend sa lecture. On disait que la reine possédait une vision que nul autre n'avait. Certaines nuits, elle se tenait sur la terrasse du palais et parlait à la lune comme à une amie perdue. D'autres fois, elle marchait dans les jardins avant l'aube, observant les ombres comme si elle pouvait lui répondre. Il sent son cœur battre un peu plus vite. Ce genre de détails, s'ils sont authentiques, pourraient transformer la compréhension historique de Bilki. Vous avez conscience que ceci pourrait être un mélange d'histoire et de récits mystiques, dit Youssouf, tentant de rester rationnel. Toute vérité porte ses voiles, répond Al-Rachid calmement. Le Coran ne décrit pas tout. L'histoire a laissé des lacunes. Ce manuscrit se trouve entre les deux. Youssouf hoche la tête. C'est justement ce qui le fascine. La mission cachée. La suite du manuscrit prend un ton encore plus mystérieux. Enran raconte qu'une nuit, peu avant son voyage vers Jérusalem, le voyage mentionné dans le Coran, la reine Bilki réunit un cercle restreint de conseillers. Le ton était grave. Le royaume prospérait, mais les signes dans le ciel se multipliaient, et des voyageurs venus du nord parlaient d'un prophète nommé Sulayman, Salomon, un homme dont la sagesse et le pouvoir dépassaient toute mesure humaine. Bilki ne connaissait pas encore Sulayman, mais elle semblait pressentir que leur destin allait se croiser. Le manuscrit dit. Cette nuit-là, la reine nous dit, quelque chose approche. Un événement qui changera le cours de nos vies. Je sens une force qui nous observe depuis l'horizon. Nous devons nous préparer. Cette idée trouble profondément Youssouf. La souveraine anticipant une rencontre prophétique? Cela pourrait relever du mythe, ou révéler une sensibilité spirituelle exceptionnelle, cohérente avec les traditions islamiques où elle apparaît comme une femme de grande sagesse. Les ruines murmurantes. Une fois la lecture suspendue, Al-Rachid referme délicatement le coffre. Je veux vous montrer quelque chose d'autre, dit-il. Quelque chose que seul un homme de science comme vous pourra comprendre. Il quitte la tente et marche vers un site archéologique non répertorié, dissimulé dans une dépression naturelle du désert. Là, à moitié enseveli sous le sable, apparaissent les bases d'une structure circulaire. Au centre, une dalle de pierre porte des inscriptions presque effacées. Je n'ai jamais montré ceci à personne, murmure Al-Rachid. C'est ici que ma famille dit que Bilki venait prier en secret, loin des regards. Le manuscrit évoque un lieu de la voix. Je pense que c'est celui-ci. Youssouf pose une main sur la pierre. Le sable chaud brûle un peu ses doigts. Une inscription en vieux sabéen semble mentionner la « lumière de Sheba », le titre honorifique attribué à la reine. Mais ce qui l'intrigue, c'est une autre inscription, plus récente, écrite en arabe ancien. Elle écoutait celui que les autres craignaient. Youssouf fronce les sourcils. Ce n'est pas normal. Ce mélange d'époques, ces mots. Qui aurait écrit cela? C'est là tout le mystère, répond Al-Rachid. Ce lieu semble avoir été utilisé pendant des siècles. Peut-être par ceux qui savaient. Ceux qui voulaient que certains récits ne disparaissent pas. Le vent souffle, soulevant un nuage de sable doré autour d'eux. Youssouf observe les ruines, le soleil qui descend lentement, le manuscrit qui repose dans le coffre. Il sent dans sa poitrine un mélange étrange, émerveillement, appréhension, excitation. Il comprend que ce qu'il vient de découvrir n'est qu'un fragment, une porte entr'ouverte sur un récit bien plus vaste. Un récit où l'histoire, la foi et le mystère s'entrelacent. Al-Rachid pose une main sur son épaule. Ce n'est que le début, professeur. Bilki a laissé beaucoup plus que ce que le monde croit. Et vous êtes venu ici pour apprendre ce qui a été caché trop longtemps. Youssouf ferme les yeux un instant. Après toute une vie passée à chercher des preuves, il s'apprête peut-être à découvrir une vérité qui dépasse la logique pure. Et dans le silence brûlant du désert, une conviction se forme en lui. Bilki n'était pas seulement une reine. Elle était un secret. Un secret que l'histoire a tenté de dissimuler, mais qui s'apprête à revenir à la lumière. Les archives de Marib, les secrets de Bilki révélés. Le vent du désert s'était apaisé au moment où Youssouf et Al-Rachid revinrent vers la tente. Le soleil déclinait lentement derrière les montagnes sablonneuses, enveloppant Marib d'une lumière dorée presque irréelle. L'air, plus frais,
portait encore la senteur du sable chaud et des arbres d'encens qui parsemaient la région. La première partie de la journée avait suffi à bouleverser toutes les certitudes scientifiques de Youssouf, mais ce qu'il s'apprêtait à découvrir allait ébranler jusqu'à sa conception même de la réalité. Al-Rachid, silencieux, déplia un second tissu qu'il n'avait pas encore montré. À l'intérieur se trouvait un ensemble de petits rouleaux de parchemin, beaucoup plus anciens que le manuscrit initial. Le cuir était asséché, presque friable. Les sceaux apposés dessus représentaient un symbole en forme de croissant tourné vers le bas, un signe que Youssouf n'avait vu qu'une seule fois auparavant, dans un article obscur évoquant les cultes lunaires pré-islamiques. Ces rouleaux appartenaient au même homme que le manuscrit, dit Al-Rachid. Enran, fils de Damar. Mais ils sont plus personnels. Plus dangereux, peut-être. Le mot résonna étrangement. Dangereux. Youssouf sentit une chaleur courir le long de sa colonne vertébrale. Pourquoi les avoir gardés cachés si longtemps, demanda-t-il d'une voix prudente. Al-Rachid s'assit lentement. Parce que certaines vérités réveillent des forces que l'on préfère laisser dormir. Ma famille n'a jamais détruit ses écrits, mais elle en a toujours interdit la lecture complète. Jusqu'à aujourd'hui. Il déposa le premier rouleau dans les mains de Youssouf. Celui-ci l'ouvrit avec un soin extrême. L'enfance de Bilki, une origine voilée. Le premier texte s'ouvrait sur un récit que Youssouf n'avait jamais vu dans aucune source officielle. J'ai rencontré la reine pour la première fois alors qu'elle n'était encore qu'une enfant chétive, à peine âgée de 10 ans. Elle ne parlait pas beaucoup, mais ses yeux semblaient porter les secrets des étoiles. Selon Enran, Bilki n'était pas née dans les murs du palais, contrairement à ce que racontaient les traditions populaires. Elle aurait été trouvée au bord d'un wadi, dans une pierre creusée comme un berceau, enveloppée d'un tissu brodé de symboles lunaires. C'est impossible, murmura Youssouf. Al-Rachid leva un doigt. Ou peut-être que cela explique beaucoup de choses. Enran raconte que la reine-mère, stérile depuis longtemps, avait considéré l'enfant comme un signe envoyé par les dieux, du moins selon les croyances de Saba avant l'arrivée du message de Sulayman. L'enfant aurait été recueilli et élevé comme une princesse, mais beaucoup murmuraient qu'elle n'était pas entièrement humaine. Il y avait dans ses gestes une grâce étrange. Dans ses mots, une sagesse que nul enfant ne posséderait. Et dès son plus jeune âge, la lune semblait l'appeler. Elle se réveillait en pleine nuit, marchait vers les terrasses, et restait là durant des heures, fixant le ciel comme si elle attendait qu'on lui réponde. Youssouf s'arrêta net. Cela ressemble à une légende. Ou à une vérité enjolivée par les générations, répondit Al-Rachid calmement. Les ombres dans le palais. Le second rouleau parlait d'événements troublants survenus lorsqu'elle devint reine. La nuit où Bilki fut couronnée, le palais se couvrit d'un silence que même les prêtres n'avaient jamais connu. Les torchers vacillaient, les couloirs se refroidissaient, et certains jurèrent avoir vu une silhouette blanche passer derrière les colonnes. Ces phénomènes surnaturels s'étaient multipliés après son accession au trône. Les scribes et les prêtres attribuaient cela à une bénédiction céleste, mais quelques conseillers, dont Enran, pensaient que la reine elle-même ignorait son véritable destin. Un passage attira particulièrement l'attention de Youssouf. Une nuit, alors que je traversais les jardins, j'entendis la reine parler à quelqu'un. Sa voix était douce, mais une autre voix, venue d'on ne sait où, lui répondait. Je restai caché jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Lorsque je m'approchai, il n'y avait personne. Youssouf relut le passage 3 fois. Une hallucination? Un récit symbolique? Ou un témoignage réel, dit Al-Rachid. Le silence retomba. Le vent dehors se mit à frapper doucement contre la toile de la tente, comme si la nuit elle-même voulait écouter l'histoire. Les prémonitions, le signe inattendu. Le troisième rouleau, plus court, racontait un événement capital. 3 ans avant que la reine ne reçoive la lettre du prophète Sulayman, un oiseau vint se poser sur sa fenêtre. Il avait une couleur inhabituelle, ni entièrement blanche ni entièrement dorée. Il la regarda longuement, puis s'envola après avoir laissé tomber une plume. La reine garda cette plume dans son coffret secret. L'oiseau rappelait étrangement la description du Hudud Lahup mentionné dans le Coran comme messager entre Bilki et Sulayman. Mais ce détail précédait leur rencontre de plusieurs années. Une prémonition, peut-être? Ou un signe divin destiné à la préparer? Enran ajoute. Elle garda la plume sur son cœur lorsqu'elle dormait.
Et chaque fois qu'elle la tenait dans ses mains, ses yeux changeaient de couleur, comme si une lumière intérieure s'éveillait. Youssouf soupira. Ceci est mystique. Poétique. Peut-être une métaphore? Ou le reflet d'un don que nous n'avons pas su comprendre, répondit Al-Rachid. Le conseil secret, les gardiens des parfums. Le 4e rouleau détaillait enfin le groupe mystérieux mentionné dans le manuscrit principal, les gardiens des parfums. Le terme était étrange, presque poétique. Mais son sens était bien plus sérieux que ce que Youssouf imaginait. Les gardiens des parfums étaient au nombre de 7. Ils n'étaient ni prêtres, ni conseillers, ni soldats. Ils étaient des observateurs, initiés aux secrets anciens de Saba, des secrets que même les rois ne pouvaient connaître. Ils guidaient la reine, mais ils ne lui obéissaient pas. Leur fidélité allait à une mémoire plus vieille que les murs du palais. Ces hommes et femmes connaissaient les rites archaïques, les symboles lunaires, et les anciens livres conservés dans des chambres souterraines. Ils disaient que Bilki n'était pas seulement une reine, elle était l'héritière de la lumière blanche, une expression dont l'origine restait obscure. Enran raconte une scène impressionnante. Lors de la première ère. Réunion secrète, un parfum d'encens et de myrrhe remplit la salle. Un des gardiens posa devant la reine un bol rempli de sable argenté. Lorsqu'elle posa sa main sur ce sable, celui-ci se mit à scintiller comme s'il était vivant. Les gardiens s'inclinèrent profondément, pour la première fois. Cela dépasse ce que l'on connaît du royaume de Saba, murmura Youssouf. Al-Rachid acquiesça. Parce que le royaume avait 2 visages, l'un pour le peuple, l'autre pour ceux qui savaient. Ce manuscrit décrit le second. Le message de la nuit, le choix de Bilki. La partie suivante du rouleau racontait un événement qui marqua profondément la reine. Une nuit, alors qu'elle veillait seule sur la terrasse du palais, un phénomène étrange se produisit. Les nuages se dispersèrent soudain, révélant une lune éclatante. Et dans cette lumière, la reine vit une forme ou une silhouette indistincte, faite de brillance et d'ombre, comme un voile vivant. Elle ne parla pas, mais dans le cœur de la reine, une voix résonna, « Prépare-toi ». Bilki s'évanouit après cette vision. Le lendemain, elle convoqua ses conseillers et annonça une réforme politique majeure, la justice serait rétablie, les injustices corrigées, les prêtres corrompus écartés. Ce changement soudain avait bouleversé la cour. Mais personne ne comprenait qu'elle se préparait en réalité à quelque chose de plus grand. Youssouf ressentit une tension étrange en lisant cela. Donc elle avait des visions avant même son contact avec Sulayman. Oui, confirma Al-Rachid. Et selon ma famille, ces visions ne venaient pas de simples rêves. Elles venaient d'ailleurs. Le dernier rouleau, le prophète annonçait. Le dernier rouleau, plus abîmé que les autres, contenait une seule phrase, écrite d'une main tremblante. L'homme venu du nord porte une lumière que même la nôtre ne peut éclipser. Quand il viendra, la reine devra choisir. Et son choix guidera l'avenir de son peuple. Youssouf resta longtemps silencieux. Tout semblait converger vers un point central, la rencontre entre Bilki et Sulayman. Al-Rachid, vous comprenez ce que cela signifie? Oui, répondit-il. Cela signifie que la reine savait. Même avant la lettre, avant l'oiseau. Quelque chose en elle avait reconnu la vérité du message prophétique avant même de le recevoir. Youssouf sentit son cœur battre plus fort. Il n'était plus dans une simple étude archéologique, il se tenait à l'orée d'un mystère spirituel ancien, enfoui dans les profondeurs du Yémen depuis des millénaires. Le vieil homme referma les rouleaux. Et ceci, dit-il doucement, n'est que la moitié de ce que nous devons explorer. Il existe encore d'autres documents, demanda Youssouf, la voix tendue. Un léger sourire apparut sur les lèvres d'Al-Rachid. Non, professeur. Ce qui reste n'est pas écrit sur du parchemin, mais gravé dans les pierres du palais lui-même. Demain, je vous y conduirai. La nuit tomba. Le désert se couvrit de milliers d'étoiles. Et au fond de lui, Youssouf comprit que son voyage venait à peine de commencer. Le palais oublié, les marques du destin de Bilki. Le soleil se leva lentement sur les plaines de Marib, peignant le ciel de nuances roses et dorées. Youssouf n'avait presque pas dormi. Toute la nuit, les paroles d'Al-Rachid avaient résonné dans son esprit, ce qui reste n'est pas écrit sur du parchemin, mais gravé dans les pierres du palais lui-même. Il avait étudié Saba pendant des décennies, parcouru les ruines, les inscriptions, les archives. Il avait cru connaître tout ce que le désert avait encore à offrir.
Mais jamais personne n'avait évoqué des gravures secrètes dans le palais de Bilki. Cette déclaration avait ébranlé ses certitudes les plus profondes. À l'aube, Al-Rachid l'attendait déjà, debout, une lanterne à la main. « Nous devons partir avant que trop de visiteurs ne s'approchent, » dit-il calmement. « Le lieu que je vais vous montrer n'a jamais été révélé à un étranger. » Youssouf sentit une légère tension. Il se rendait compte que ce voyage n'était plus seulement archéologique. C'était un passage vers quelque chose de plus ancien, de plus vaste, qui touchait autant à la foi qu'à l'histoire. Vers le palais de Bilki. Ils quittèrent le camp et s'enfoncèrent dans les dunes. Le vent soufflait doucement, dessinant des arabesques sur le sable. À mesure qu'ils avançaient, une silhouette monumentale se détacha à l'horizon, un ensemble de colonnes de pierre dressées telles de vieillards silencieux, témoins d'un passé qui refusait de disparaître. C'était le lieu connu sous le nom de Temple du Soleil, que beaucoup associaient à la reine de Saba. Mais Al-Rachid marcha droit devant, sans s'arrêter. « Le vrai palais n'est pas ici, » dit-il. Ce temple était public, cérémoniel. Ce que vous devez voir se trouve plus loin, à l'est. Ils marchèrent encore 30 minutes jusqu'à ce que le sol change de texture. Sous leurs pieds, le sable devenait plus fin, presque blanc. Puis, soudain, des pierres apparaissaient, alignées avec une précision étonnante. Youssouf s'agenouilla et passa sa main sur les blocs. « Ce sont les fondations royales, » murmura-t-il. « Exact, » répondit Al-Rachid. « Vous marchez sur le palais privé de Bilki. » Une émotion profonde traversa Youssouf. Ici, sous ce sable, avaient vécu ceux dont il étudiait les traces depuis si longtemps. Ici, Bilki avait marché, parlé, gouverné, prié. Le frisson qui le traversa ne venait pas du froid du matin. La salle souterraine. Al-Rachid s'arrêta soudain près d'un monticule rocheux. Il écarta le sable avec une méthode déjà bien rodée. Peu à peu, une dalle rectangulaire apparut, à moitié enterrée. Au centre, un symbole gravé, le croissant inversé, le même que celui des rouleaux. Cette dalle peut être déplacée, mais seulement par 2 personnes, dit-il. Ils mirent plusieurs minutes à la dégager. Une fois soulevée, elle révéla un escalier étroit qui plongeait dans le sol. Une brise fraîche en remonta, chargée d'une odeur de pierre ancienne et d'humidité. Youssouf alluma sa lampe FR. Frontale. Cette entrée n'a jamais été répertoriée. Elle fait partie des secrets du palais, répondit Al-Rachid. Ma famille la garde depuis des siècles. Ils descendirent lentement, leurs pas résonnant contre les murs. L'air se faisait plus dense, comme si le temps lui-même s'était accroupi dans ses profondeurs. Au bas des marches se trouvait une porte en bronze presque intacte, ornée de symboles sabéens. Al-Rachid posa la main sur l'un d'eux. Regardez. En appuyant légèrement, un mécanisme discret se déclencha. La porte pivota, libérant l'accès à une vaste salle circulaire. La chambre des échos. La pièce était immense. Le plafond, soutenu par 6 colonnes sculptées, se perdait dans l'obscurité. Le sol était recouvert de mosaïques, dont la majorité avait miraculeusement survécu au temps. Mais ce qui attira immédiatement l'attention de Youssouf était la fresque qui courait sur tout le mur circulaire. Une fresque d'une beauté étrange, intacte, brillante. Elle semblait presque vivante. Les motifs représentaient des scènes étranges, la lune flamboyante, des silhouettes d'oiseaux, une reine qui marchait entourée d'un halo, un homme portant une lumière dans ses mains. Et au centre, une immense figure lumineuse, indistincte. Youssouf s'approcha, les yeux écarquillés. Cette iconographie. Je n'ai jamais rien vu de tel. Cette salle était appelée la chambre des échos, expliqua Al-Rachid. C'est ici que les gardiens des parfums se réunissaient avec la reine. Youssouf toucha une partie de la fresque. La texture était lisse, presque froide. Mais un détail le figea, un symbole mystérieux situé juste sous la représentation centrale. Un symbole identique à celui inscrit près du lieu de la voix. Ce signe revient partout, murmura-t-il. Parce qu'il représente Bilki elle-même, répondit Al-Rachid. Youssouf se tourna brusquement. Que voulez-vous dire? Ce symbole n'est pas un simple motif. C'est un sceau. Le sceau d'une lignée très ancienne. Et Bilki en était la dernière. Dernière héritière connue. Le sceau de lumière.
Al-Rachid sortit de sa poche un petit pendentif en pierre. Le même symbole y était gravé. Ce pendentif se transmet dans ma famille depuis des siècles, dit-il. C'est l'un des 3 objets issus du palais même. Le deuxième est le manuscrit. Le troisième est juste devant vous, sur ce mur. Youssouf sentit son esprit se bousculer. Vous voulez dire que votre famille descend? Al-Rachid secoua doucement la tête. Non. Nous ne descendons pas d'elle. Nous descendons de ceux qui avaient pour mission de préserver sa mémoire. Les gardiens. Les derniers. Il soupira. Et vous êtes le premier étranger à qui je montre cela. Car j'ai compris que la vérité doit enfin sortir de l'ombre. Youssouf revint vers la fresque. Ses doigts tremblèrent légèrement. En observant plus attentivement, il remarqua quelque chose d'inédit. Sous la couche superficielle de peinture, des inscriptions étaient gravées dans la pierre. Si subtiles qu'il fallait presque coller son visage au mur pour les distinguer. Il commença à les déchiffrer, lentement. Les mots étaient anciens, mais pas impossibles à traduire. Elle fut choisie par la lumière avant de naître. Elle fut nourrie par la sagesse avant de parler. Et son destin fut scellé avant qu'elle ne voie le soleil. Youssouf recula d'un pas. C'est un poème, un hymne, ou un témoignage mystique. C'est une prophétie, corrigea Al-Rachid. Youssouf refusa d'abord d'y croire. Pourtant, tout s'imbriquait parfaitement. Les visions d'enfance, l'oiseau mystérieux, les gardiens, les inscriptions, et maintenant cette salle. Ce palais caché n'était pas un simple lieu. C'était un sanctuaire. Un sanctuaire dédié à Bilki, mais aussi à une vérité plus grande encore. Les mosaïques du destin. Sur le sol, une mosaïque centrale attira alors son regard. Il s'accroupit. Le motif représentait 2 chemins, l'un sombre, l'autre lumineux, se rejoignant vers une même figure centrale. Al-Rachid expliqua. On dit que la reine devait faire un choix. Un choix qui déterminerait non seulement l'avenir de Saba, mais aussi son propre rôle dans le monde. Youssouf murmura. Le choix entre sa tradition et le message du prophète Sulayman. Exact. Mais pourquoi ce choix était-il si important? Al-Rachid s'éclaircit la voix. Parce que selon les inscriptions que nous avons déchiffrées au fil des siècles, la lignée de Bilki n'était pas une lignée royale ordinaire. Elle était censée être la gardienne d'une lumière ancienne, un savoir transmis depuis les origines. Si elle acceptait le message de Sulayman, cela signifiait que cette lumière devait être intégrée dans une vérité plus vaste, celle du monothéisme pur. C'était un tournant spirituel majeur. Youssouf comprit alors. Bilki n'avait pas simplement été une reine. Elle avait été un pont. Un pont entre une ancienne sagesse et la révélation divine. Un mur qui parle. Alors qu'il continuait d'examiner la fresque, Youssouf remarqua que certaines pierres semblaient légèrement déplacées. Elles n'étaient pas alignées aussi parfaitement que les autres. Ces blocs, ils ont été bougés. Oui, confirma Al-Rachid. Ils cachent quelque chose. Approchez. Il glissa ses doigts entre 2 pierres et appuya légèrement. Le bloc bougea et un souffle d'air s'échappa de la cavité. Une niche secrète apparut. À l'intérieur, un cylindre de bronze scellé. Youssouf sentit sa gorge se serrer. Qu'est-ce que c'est? Le dernier message, dit Al-Rachid d'une voix grave. Un message que ma famille n'a jamais osé ouvrir. Youssouf fixa l'objet, paralysé entre l'émerveillement et la crainte. Le cylindre était couvert de symboles lunaires et d'étoiles stylisées. Pourquoi ne l'avoir jamais ouvert? Par respect. Par peur. Par tradition. Il posa sa main sur le cylindre. Mais aujourd'hui, je crois que le moment est venu. La vérité s'ouvre. Youssouf prit une grande inspiration et saisit le cylindre. Il était lourd, étonnamment froid. Un mécanisme très discret, presque invisible, permettait de l'ouvrir. Il le fit tourner lentement. Un clic résonna dans la salle. Le cylindre s'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un parchemin enroulé, scellé d'un motif qu'il reconnut immédiatement, le sceau de la reine Bilki elle-même. Sa main trembla légèrement. Il brisa le sceau. Déroula le parchemin. Et lut. Lorsque la lumière du Nord se lèvera devant moi. Je saurai que mon destin n'est pas d'être servi.
mais de me soumettre à celui qui éclaire les mondes. Car aucune couronne n'égale la vérité. Et aucune reine n'est plus grande que la sagesse révélée. Youssouf sentit un frisson parcourir tout son corps. C'était une déclaration. Une confession. Une prophétie personnelle. Le moment où Bilki avait compris que son pouvoir immense, mystérieux, ancien devait être abandonné pour une vérité divine. Al-Rachid murmura. Ceci est le témoignage ultime de la reine avant son départ vers Jérusalem. Youssouf releva les yeux, bouleversé. Cela change tout. Tout ce qu'on croyait savoir sur elle. Al-Rachid sourit tristement. C'est pour cela que ceci n'a jamais été révélé. Car certaines vérités peuvent faire vaciller des siècles d'interprétations humaines. La peur dans les profondeurs. Mais alors qu'ils admiraient encore le parchemin, un bruit sourd résonna dans la salle. Un écho profond, qui semblait venir du plafond. Youssouf sursauta. Qu'est-ce que c'était? Al-Rachid pâlit légèrement. Le palais est ancien. Instable. Nous devons remonter. Maintenant. Ils rangèrent précipitamment le parchemin et refermèrent le cylindre. Le vent s'était levé dehors, faisant vibrer l'entrée de la salle. Alors qu'ils s'apprêtaient à quitter la chambre des échos, un autre écho retentit. Plus fort. Plus proche. Les colonnes tremblèrent légèrement. Vite! Cria Al-Rachid. Ils coururent jusqu'aux escaliers, l'ombre du palais s'agitant autour d'eux comme un géant réveillé. Quand ils atteignirent enfin la sortie et repoussèrent la dalle, le vent hurlait sur les daims. D'une. Youssouf, haletant, se retourna vers l'entrée. Le sable se remettait déjà en mouvement, comme si le désert cherchait à engloutir à nouveau le sanctuaire. Al-Rachid posa une main sur son épaule. Vous avez vu ce que nul n'aurait dû voir. Mais ce n'est pas terminé. Son regard devint grave. Car maintenant que la vérité a été réveillée, il faudra affronter ce qu'elle exige. Les voiles levées et l'héritage de Bilki. Lorsque la lune se leva au-dessus des montagnes du Yémen, illuminant les terres sabéennes d'une lueur argentée, Bilki sentit un calme profond s'installer dans son cœur. Les jours qui avaient suivi son retour du royaume de Sulayman avaient été emplis de silence, de méditation et de décisions difficiles. Le sceau qu'elle avait gardé des années en tant que reine, celui du pouvoir, du prestige et de l'orgueil, semblait se fissurer sous le poids d'une vérité plus grande qu'elle-même. La rencontre avec le prophète roi avait non seulement bouleversé ses certitudes, mais avait également éveillé un doute salutaire, celui de savoir si son peuple était prêt pour ce qu'elle avait désormais embrassé, la soumission au Dieu unique. Le conseil des sages. Le jour venu, elle convoqua l'assemblée des anciens, un moment qu'elle avait longtemps repoussé. Dans la grande salle aux colonnes d'onyx, les visages étaient tendus, mêlant inquiétude et curiosité. Bilki s'avança lentement, drapée dans une robe blanche qui évoquait sa renaissance spirituelle. Ô peuple de Saba, vous savez que je suis revenu d'un voyage qui a bouleversé les fondations même de ma pensée. J'ai vu avec mes propres yeux un royaume guidé non par des idoles ou des illusions, mais par la lumière authentique d'Allah, le Seigneur des mondes. Un murmure secoua la salle. Certains conseillers échangèrent des regards inquiets, d'autres penchèrent la tête avec respect, conscients que la souveraine ne parlait jamais à la légère. J'ai vu un trône transporté avant même que je ne l'ai demandé. J'ai vu des créatures invisibles à l'œil humain accomplir en un instant ce que nos meilleurs artisans ne pourraient faire en des années. Et j'ai vu un homme, un roi, un prophète, un serviteur et diriger une nation entière sans jamais fléchir devant le mensonge ou la corruption. Le silence était complet. Bilki poursuivit. J'ai renoncé aux illusions, aux divinités de pierre, aux rituels qui nous trompaient depuis des générations. Et aujourd'hui, je vous appelle à me rejoindre dans la vérité. Un ministre se leva brusquement. Majesté, notre peuple est attaché à ses traditions. Les abandonner pourrait provoquer un conflit, peut-être une révolte. Bilki soutint son regard sans trembler. Je ne vous demande pas d'abandonner notre culture, notre histoire ou nos racines. Je vous demande de renoncer à l'erreur. Le reste, nos arts, notre langue, notre identité survivra. Mais l'idolâtrie n'a jamais sauvé aucun royaume. Un autre sage intervint, plus calmement. Et si nous acceptons, comment guideras-tu ce peuple vers cette nouvelle voie? Elle sourit légèrement. Avec justice, avec douceur, mais avec détermination. Comme Sulayman m'a guidé moi-même. Le soulèvement des anciens dieux.
malgré la sagesse de la reine, tous n'étaient pas prêts à abandonner les anciennes croyances. Quelques prêtres influents et farouchement attachés aux idoles qu'ils servaient depuis des décennies fomentèrent un complot dans l'ombre. Leur objectif, destituer la reine avant qu'elle ne transforme leur royaume. Une nuit, alors que Bilki priait en silence sur une terrasse surplombant la vallée, un messager arriva en hâte, essoufflé. « Majesté !» Les prêtres de l'ancienne garde ont rassemblé des troupes près du temple de Cham. Ils proclament que vous avez été ensorcelés par le roi d'Israël. Ils veulent renverser le trône. Elle resta immobile quelques secondes. Son cœur ne trembla pas. Alors les illusions n'ont pas encore fini de livrer bataille. Murmura-t-elle. Elle ordonna que l'armée ne fasse preuve d'aucune violence inutile. Elle savait que cette confrontation n'était pas celle de l'épée, mais celle des cœurs. Lorsque les insurgés atteignirent les portes du palais, ils trouvèrent la reine seule sur les marches, les mains dégagées, le regard ferme. « Si je suis dans l'erreur, que vos dieux viennent me frapper aujourd'hui même. Mais si je dis vrai, alors qu'ils restent silencieux comme ils l'ont toujours été. » Les prêtres brandirent leurs amulettes, récitant des incantations. Bilki demeura immobile, entouré d'un calme presque surnaturel. Une bourrasque descendit soudain du ciel, balayant les torchers et plongeant le cortège dans l'obscurité. Les idoles en bois tombèrent au sol et se brisèrent. L'armée rassemblée hésita, craignant une colère divine. Mais la reine éleva simplement la voix. « Ce n'est pas la colère des dieux. C'est le vent qui a toujours soufflé ici, et que vous avez choisi d'interpréter. La vérité n'a pas besoin de miracle pour exister. » Sa sérénité désarma la rébellion. Beaucoup déposèrent leurs armes. La majorité comprit, soudain, que les prêtres n'avaient aucun pouvoir véritable. Le complot s'effondra. Le royaume réformé. Les mois suivants furent marqués par la transformation progressive du royaume. Bilki n'imposa pas la foi par la force. Elle établit des lieux de rassemblement où les sages transmettaient les enseignements qu'elle avait appris. Elle réforma les tribunaux, renforçant la justice. Elle interdit les sacrifices inutiles et encouragea la charité. Elle fit sculpter une inscription sur la porte principale de son palais. La vérité ne demande ni temple géant, ni statue, mais un cœur sincère. Petit à petit, les mentalités changèrent. Le peuple, touché par la paix nouvelle qui régnait, accepta la foi en Allah. Les récoltes prospérèrent, les routes devinrent plus sûres, et les liens diplomatiques avec d'autres royaumes s'intensifièrent. La dernière rencontre avec Sulayman. 1 an après. Leur première rencontre, Bilki reçut à nouveau une lettre scellée par le roi prophète. Il l'invitait à une dernière audience, non pour discuter politique, mais pour partager un moment de gratitude. Elle fit le voyage à nouveau, ressentant une paisible nostalgie. Lorsqu'elle arriva devant lui, Sulayman l'accueillit avec un sourire chaleureux. « Reine de Saba, ton peuple parle de toi comme d'une souveraine qui a transformé un royaume entier sans verser une goutte de sang. »« Je n'ai fait que suivre la lumière que vous m'avez montrée, » répondit-elle avec humilité. Sulayman secoua la tête. « Je n'ai ouvert qu'une porte. Tu as choisi d'y entrer. Et tu as guidé ton peuple mieux que beaucoup de rois ne l'auraient fait. » Ils parlèrent longuement de gouvernance, de foi, d'avenir. Aucun mythe romantique, aucune légende embellie, seulement 2 dirigeants animés par une même quête de vérité. Avant de partir, Sulayman posa une question inattendue. « Et maintenant, Bilki, que feras-tu » Elle sourit. « Je retournerai gouverner. Et lorsque mon temps sera venu, je laisserai derrière moi non pas un trône, mais une génération éclairée. » Sulayman inclina la tête. « Alors ton héritage perdurera plus longtemps que tous les royaumes de ce monde. L'héritage qui traverse les âges. » Des années plus tard, alors que Bilki avait achevé son règne et rejoint la miséricorde de son Seigneur, les voyageurs racontaient encore son histoire. On parlait de la reine qui avait défié les idoles, de celle qui avait su reconnaître la vérité lorsqu'elle se présenta à elle. On parlait aussi de son intelligence, de sa diplomatie, de sa maîtrise politique rare. Certains exagéraient des détails comme toujours avec les grands personnages, mais l'essentiel demeurait intact. Bilki était la reine qui avait laissé les ténèbres derrière elle pour marcher vers la lumière. Et dans les générations futures, les croyants lisaient encore dans le Coran ces traces infimes mais immortelles, où Dieu lui-même témoignait de sa sagesse et de son choix éclairé. Car dans les pages sacrées,
Il n'était pas écrit qu'elle avait été contrainte, ni séduite, ni brisée. Il était écrit qu'elle avait compris. Et pour ceux qui cherchaient à marcher sur ses pas, cette compréhension était la plus grande des victoires. The End.